J'ai compté 63 nouveautés ces derniers 15 jours, mais j'enregistre cet épisode tard jeudi soir. La journée n'est donc pas encore finie aux États-Unis. Le compteur peut encore augmenter. J'ai sélectionné pour vous des changements du côté de Lambda avec CloudFront, de la rotation de clés de chiffrement sur KMS, et puis on parlera rapidement de Bedrock également. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous être fidèles depuis plus de 5 ans tous les vendredis matins dans toutes vos bonnes applications de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Apple, et puis sur YouTube également depuis quelques temps. Des nouveautés en pagaille, comme à notre habitude, avec ma brève revue de presse, forcément biaisée envers les développeurs, les gens qui ont les mains sur le clavier, les builders, les gens qui font des choses. J'ai relevé 3 groupes de nouveautés cette semaine et on va commencer rapidement par l'IA générative et Bedrock, comme ça c'est fini, et puis on peut passer à autre chose après. Sur Bedrock, vous savez qu'il y a ce service entièrement géré qui vous donne accès à plusieurs large language models de vendeurs différents et qui vous permet de faire des personnalisations très facilement, mais des tas d'autres choses encore. Il y a 3 nouveautés qui ont retenu mon attention cette semaine. C'est la mise à disposition du large language model Claude 3 Opus. Alors Claude 3, je vous en ai déjà parlé dans le podcast AWS en français. C'est la dernière génération des modèles de la société Anthropic, des modèles extrêmement performants. Alors il y a 3 versions, il y a le normal, je dirais, le moyen, le petit et le grand. On avait déjà mis à votre disposition Sonnet qui est celui de taille moyenne, Haiku qui est le petit, extrêmement rapide, extrêmement économique en matière de coût-performance, et puis maintenant Opus, c'est le grand frère de la famille qui est disponible sur Bedrock. C'est un modèle qui est particulièrement bien adapté aux tâches de raisonnement, à la stratégie, à l'automatisation, aux générations de code complexes, et qui, il est vrai, s'en sort relativement bien par tous les benchmarks qu'on peut imaginer, que ça soit le Undergraduate Level Expert Knowledge, le MMLU, le Graduate Level Expert Reasoning, GPQA, ou le Basic Mathematics, le GSM Wika, les benchmarks third party, open source de ces modèles. Claude 3 Opus est largement au-dessus des autres, au-dessus de GPT-4, au-dessus de Gemini 1.Pro ou 1.Ultra qui tenait le haut du pavé jusqu'à présent. Je vous laisse découvrir ça dans l'article de mon collègue Chani Yoon. Comme d'habitude, si vous voulez tester ces modèles, parce qu'on reconnaît bien qu'il n'y a pas un modèle qui sera adapté à tous vos besoins. Vous allez probablement utiliser une combinaison de modèles. Si vous voulez accéder à un modèle, vous devez d'abord l'activer dans la console AWS, et une fois qu'il est activé, vous pouvez y accéder soit par l'API, soit le tester dans l'interface graphique de la console, ce qu'on appelle le Playground. Pensez aussi que ces nouveaux modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions où Bedrock est disponible. Alors j'ai pas la liste exacte de régions pour Claude 3 Opus, mais vous allez voir dans la console et vous verrez bien si il est déjà déployé là maintenant dans votre région, et s'il ne l'est pas, ce sont des choses qui vont se faire au fil du temps progressivement. Alors tant que je parle de région sur Bedrock, il y a une nouvelle région où Bedrock est disponible. Il y a 2 semaines, c'était à Paris qu'on ajoutait Bedrock avec les modèles Mistral. Maintenant, c'est à Sydney, en Australie, que Bedrock est disponible également. Et puis, tant que je parle des modèles d'Anthropic qui s'appellent Claude, on a rajouté Claude 3 Haiku aussi sur Knowledge Base. Knowledge Base, c'est la partie de Bedrock qui vous permet de construire des applications en mode RAG, Retrieval Augmented Generation. Vous savez, c'est cette technique qui consiste à alimenter une base de données vectorielle avec vos documents et à augmenter les prompts, les questions que vous envoyez au modèle, avec des extraits de documents qui sont pertinents par rapport à la question qui est posée. Donc quand vous voulez faire ça, si vous voulez le faire à la main, c'est compliqué quand même, c'est pas mal de lignes de code Python à écrire, et puis il faut une base de données vectorielle, tandis que avec Knowledge Base, donc avec le RAG managé de Bedrock, en gros vous donnez simplement le bucket S3 où se trouvent vos documents, vous lui dites si vous voulez qu'il gère lui-même une base de données vectorielle ou si vous venez avec la vôtre, et alors vous donnez les détails de connexion à la base de données vectorielle, et il s'occupe de tout. Vous devez lui dire également quel est le large language model qu'il va utiliser quand vos utilisateurs vont poser des questions au système. Et bien Claude 3 Haiku a été rajouté au modèle, à la liste de modèles sélectionnés. Voilà. On arrête pour Generative AI ici, on passe à KMS, à
CloudWatch et à CloudFront et Lambda. KMS d'abord, vous le savez peut-être, c'est ce service entièrement managé qui gère vos clés, c'est Key Management Service. Donc c'est une clé maître qui peut servir à encoder des clés data, donc des clés spécifiques par document ou par morceau de données que vous souhaitez encoder. Les clés maîtres ne quittent pas un espace sécurisé, matériel, un Hardware Security Module dans le cloud AWS. En tout cas, elles ne quittent pas en clair. Il y a un excellent article du product manager qui s'appelle Jeremy, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, Jeremy Stiglitz, mais vraiment très très bon article et vous le retrouvez dans les notes de ce podcast aussi, je vous conseille d'aller le lire, c'est en anglais, mais allez le lire, qui explique pourquoi c'est pas nécessaire en termes de sécurité de faire de la rotation de clés sur KMS. Il y a toute une série de bonnes raisons techniques pour lesquelles c'est pas nécessaire, mais voilà, nous reconnaissons que dans certaines industries ou pour obtenir certaines certifications comme la PCI DSS par exemple, mais c'est pas la seule, il est obligatoire de faire des rotations de clés, même si nous, votre fournisseur AWS, on vous dit non, vous savez, avec ça, c'est pas nécessaire. Donc faire de la rotation de clés sur KMS, c'est possible depuis longtemps, mais on la rend plus facile. Pourquoi plus facile? D'abord parce que avant vous ne pouviez pas choisir la période de rotation, donc quand vous activiez la rotation de clés, c'était tous les ans, une fois par an. Et puis il y avait un coût, puisque chaque fois on garde la clé précédente, ce qui nous évite de devoir réencoder, ou vous évite de devoir réencoder toutes les données qui avaient été encodées avec la clé qu'on a fait tourner, avec la nouvelle clé. Et donc il y avait un coût de $1 par mois pour chaque rotation, puisqu'on gardait chaque clé précédente dans le système également. Donc les deux nouveautés maintenant, c'est que vous pouvez choisir la période de rotation entre 3 mois, 90 jours jusqu'à 7 ans, 2560 jours. Donc vous avez maintenant le choix sur la période de rotation. Vous pouvez également demander des rotations à la demande en appelant une API ou en cliquant un bouton dans la console. On vous donne une nouvelle API qui vous donne la liste des rotations qui ont déjà eu lieu, quand et comment elles ont été générées, la date et l'heure. Donc il y a une nouvelle API qui s'appelle List Key Rotation et il y a un nouvel écran dans la console AWS également. Et puis en matière de budget, on limite le coût de la rotation à $3 par mois. C'est-à-dire que pour les 2 premières rotations, on va bien augmenter le coût de KMS d'$1 par mois, par version de clé qu'on garde, mais il y aura une limite à $3 par mois maintenant, donc vous pouvez faire autant de rotations que vous le souhaitez. Ça ne vous coûtera maximum que $3 par mois par clé que vous faites, j'avais envie de dire que vous faites roter, mais c'est un abus de langage que vous remplacerez. Donc voilà, 3 nouveautés importantes au sujet de la rotation de clés sur KMS. Si vous utilisez KMS ou si vous êtes juste curieux sur les aspects cryptographiques, génération, échange de clés, allez lire cet excellent blog post de Jeremy Stiglitz, et je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Amazon CloudWatch vous aide à monitorer votre infrastructure AWS, mais pas que. On utilise Amazon CloudWatch également pour monitorer Internet en général, puisque vous savez, AWS est un réseau privé entre la trentaine de régions que nous opérons. Et pour nous, c'est important de savoir quand il y a des goulets d'étranglement ou des problèmes sur Internet, puisque ça peut affecter la disponibilité de vos applications. Donc en 2022, si je me souviens bien, j'avais écrit un blog post qui annonçait la disponibilité de ce service de monitoring d'Internet et la possibilité de lever des alertes quand il y avait des problèmes de routage, de latence sur Internet. Je ne parle pas du réseau AWS, je parle vraiment de l'Internet global. Et les équipes de CloudWatch ont ajouté une superbe visualisation dans la console de CloudWatch cette semaine. Donc si vous êtes dans la console de CloudWatch, vous avez maintenant une carte du monde qui s'appelle Internet Monitor, où vous pouvez voir tous les endroits dans le monde où nous sommes au courant de problèmes de connectivité. Alors en général, c'est juste des problèmes de latence, de performance, et vous pouvez zoomer sur une sur une zone géographique particulière et avoir la liste des événements qu'il peut y avoir en cours ou qu'il y a eu il y a X temps, savoir si l'événement est toujours actif ou s'il a été corrigé. Et vous avez les numéros ASN, donc ce sont les numéros qui identifient des réseaux à l'échelle d'Internet, et avec le nom du fournisseur. Là, il y avait Telefonica Germany, il y avait
X-City, il y avait MTS PSGC, par exemple, dans le blog post que Jeff Barr a écrit. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que si vous avez des applications globalement distribuées et que vos clients y accèdent à travers Internet, ça vous permet de savoir si à un moment un client n'est plus capable d'accéder à votre application, ça vous permet de savoir est-ce que c'est un problème chez vous avec votre infrastructure, est-ce que c'est un problème chez nous, AWS, avec notre infrastructure, ou est-ce que c'est un problème de connectivité Internet en général? Et cette carte et cette API, cette console vous permet de répondre à cette question. Et puis le dernier changement de la semaine, celui qui m'excite le plus, je dois dire, pour lequel je suis le plus content, il date d'il y a une semaine déjà, c'était le 11 avril, donc jeudi passé, c'est que maintenant il y a moyen de rajouter CloudFront avec des Origin Access Control sur les Lambda avec URL. Alors ça fait beaucoup de choses dans un seul titre, je vais essayer de découper tout ça pour que ça soit compréhensible. Vous le savez peut-être, depuis quelque temps, vous pouvez exposer une fonction Lambda au travers d'une URL. Alors vous allez me dire, ah ouais, avec une API Gateway, etc. Non, vraiment, attachez une URL à une fonction Lambda pour des cas simples où vous n'avez pas besoin de la puissance d'une API REST, de contrôler des access control, des headers, de filtrer, etc. C'est un moyen extrêmement simple et bon marché, puisque vous ne devez pas payer l'API Gateway, pour coupler une fonction Lambda à une URL et l'exposer ainsi à des applications clientes. Et beaucoup d'entre vous ont mis CloudFront, vous savez, le Content Delivery Network d'AWS, devant ces URL, parce que CloudFront vous offre quelques avantages. Il vous offre des points de présence, plus de 400 points de présence dans le monde, donc le trafic de vos clients sera routé vers l'entrée du réseau AWS le plus proche de vos clients. Si j'utilise CloudFront ici, dans le nord de la France, où je suis quand j'enregistre ce podcast, eh bien, je serai routé probablement sur le point d'entrée de Paris. Mais si vous nous écoutez, je sais pas moi, en Afrique du Nord, vous allez probablement être routé sur un point d'entrée près de chez vous, peut-être à Marseille. Ça dépend des connexions Internet dans la région. Donc ça c'est CloudFront, et aller mettre CloudFront devant une URL lambda, ça avait du sens pour la latence, pour le caching, et puis surtout dans CloudFront vient aussi des services de protection relativement avancés comme le Web Application Firewall. Vous pouvez mettre en place des règles de filtrage au niveau HTTP. Il y a de la protection DDoS également avec AWS Shield en standard, gratuitement, ou en plus avancé si vous payez un quelque chose, j'allais dire un petit quelque chose, mais c'est pas petit, si vous payez un prix en plus par mois. Donc ça c'est l'avantage de mettre CloudFront devant une fonction lambda avec son URL. Mais si quelqu'un connaissait l'URL de la fonction, il pouvait toujours bypasser votre CloudFront et accéder à votre URL et votre fonction lambda directement, ce qui est peut-être pas très bon pour des DDoS attaques par exemple, ou enfin voilà, si vous mettez en place des protections côté CloudFront, ça aurait permis de bypasser, d'éviter ces protections. Donc cette nouveauté, ça permet d'appliquer au lambda URL et CloudFront ce qu'on faisait déjà depuis très longtemps sur Amazon S3 et CloudFront, c'est de limiter l'accès aux URL lambda que si la demande vient de CloudFront. Donc en gros, CloudFront va avoir ce qu'on appelle un Origin Access Control, et on va signer les URL qui sont appelés sur Lambda. Comme ça, Lambda pourra dire « Ah, cet appel-là, ça vient de CloudFront, je le laisse passer. Celui-là, c'est un appel en direct, je n'y réponds même pas. » Et votre fonction ne sera même pas invoquée. Vous verrez pas de statistiques quant à ces appels-là qui sont abandonnés. Donc, vous pouvez fortement lier Amazon CloudFront avec les fonctions Lambda. Et franchement, moi, ça me donne envie de commencer à utiliser les fonctions Lambda. Jusqu'à présent, j'utilisais toujours l'API Gateway parce que l'API Gateway passe par CloudFront toujours, elle est protégée par le DDoS, elle est protégée par le WAF si j'en ai besoin, etc. C'était pas le cas des fonctions avec une URL, des fonctions Lambda avec une URL. Mais maintenant qu'on peut limiter, enfin dire à Lambda de n'accepter que les requêtes qui viennent de CloudFront et pas les requêtes qui l'évitent, eh bien ça devient très intéressant. Et je vais y jeter encore un coup d'œil pour mes applications personnel en tout cas, et certainement le recommander à des clients également.
Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français, épisode 214. La semaine prochaine, nous allons commencer notre série de Women in Tech, d'épisodes où je vais mettre en avant des carrières professionnelles de femmes inspirantes pour montrer que oui, c'est possible de faire une carrière dans la tech quand on est une femme, et j'espère de donner envie à vous qui nous écoutez, femmes, jeunes filles également, de prendre des décisions quant à l'évolution de vos carrières ou de commencer, d'embrasser des carrières dans la technologie. Alors la semaine prochaine, je recevrai un homme pour en parler, ça peut un peu bizarre et contre-intuitif comme ça, mais on vous expliquera pourquoi. Ça sera Julien Grouès qui est vice-président d'AWS France et Europe du Sud. Ça sera pour le mercredi, toutes les 2 semaines, le Woman in Tech. Et puis vendredi, les épisodes réguliers techniques du podcast AWS en français. J'aurai comme invité Thibaut Dulon de chez MangoPay. On parlera finance et on parlera d'architecture AWS avec MangoPay. Ça sera pour vendredi prochain. Merci d'avance d'être fidèle aux futurs épisodes du podcast AWS en français et puis d'être fidèle à celui-ci. Déjà, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.